Nous sommes soumis à des flux énergétiques, nous sommes soumis à des champs, et nous sommes soumis à la loi de la gravitation, nous sommes soumis à des pressions, et dans ces conditions, nous subissons toutes ces lois physiques ou supraphysiques, et la forme que nous prenons fait que nous sommes géométrisés, puisque nous appartenons à une dimension. Il est bien évident que ces textes posent les limites de l'espèce à laquelle nous appartenons et définissent en quelque sorte son rôle. Nous sommes en fait l'humus pour d'autres espèces. Point final. Donc là-dessus, nous n'avons aucune espèce d'illusion à avoir. Il semblerait que notre civilisation elle accède à ce qu'ils appellent un point de non-retour. Alors qu'est-ce que c'est qu'un point de non-retour? Bon, comme tout un chacun, on peut bien voir qu'à part l'aspect technologique des choses, on est en pleine décadence, sur un plan artistique, sur un plan culturel. Bon, il n'y a que la science qui semble donner le change pour le moment. À quel prix, Alors, elle est venue nous parler de ce point de non-retour en nous montrant les limites que l'homme pouvait atteindre en quelque sorte au fil de ses vies successives. Donc ça implique qu'il y a une revie, ils ont parlé de revie, et des civilisations qui renferment ces vies et ces revies. Ils disent que l'autodestruction n'est valable qu'à condition de ne pas laisser subsister de réminiscences. L'homme donc appartient à une espèce autodestructive. Or, ces réminiscences, de leur démultiplication progressive, tendent à provoquer ce cyclique de non-retour au moment de l'évolution maximale des possibilités contenues par le cerveau humain. Alors, entre parenthèses, cerveau utilisé de façon car en peu de volume. Donc le cerveau n'est pas utilisé complètement, comme nos scientifiques l'ont démontré déjà. Intervient ce moment la conscience d'une rupture sur le plan évolutif. Vous y accédez actuellement, votre civilisation, cela s'entend. Donc le point de non-retour serait une rupture qui interviendrait sur un plan évolutif par rapport aux possibilités contenues par le cerveau humain. En matière d'évolution, l'évolution on peut considérer qu'elle est spirituelle, plus que technique, technologique et scientifique. Ça c'est certain. Voilà, alors elle dit « Point n'est faute au maître d'avoir prévenu vos semblables par des contacts fréquents en des époques auxquelles votre triste religion a cru bon de devoir joindre la légende. Lorsque Jésus céda sa vie consciente au profit d'une existence vraie, il était trop tard. Jean, celui que vous nommez l'évangéliste, sut à quoi s'en tenir, initié qu'il fut du maître, à tel point qu'il reste le premier à avoir parlé d'Apocalypse aux Sporades, où Platon y entendit parler en son temps d'une civilisation engloutie. » Voilà, donc tout se tient. Dans ce qu'ils disent, on peut trouver, il y a traces de la Bible, il y a traces des évangiles, il y a traces de la mythologie, il y a traces de notre histoire. Il est certain que nous revivons les situations. Peut-être pas dans leur forme exacte, mais dans le fond. Parce qu'il semble qu'il y ait une situation établie, et le reste sont des situations provoquées. Ces situations provoquées sont vécues par les espèces au fur et à mesure, plutôt les civilisations, au fur et à mesure de leur revie. Puisque une civilisation comme une espèce est constituée d'individus, chaque individu revivant, apparemment, à travers un réamalgame de cellules, pour prendre leur terme, il y a donc des mémoires et on revit les mêmes erreurs. Quelquefois, il y a une petite amélioration qui se fait en fonction d'une plus grande aptitude à l'évolution, mais ça reste quand même très, très limité. Ces messages à caractère philosophique ou spiritualiste, c'est certain, donnent un sens à toute cette affaire. Comme il a dit, Jean-Claude lui-même, si ces phénomènes extraordinaires, ces effets physiques brutaux, ne s'étaient pas manifestés, et qu'à leur place aient surgi ces messages, ils auraient dit, c'est du délire, ça ne nous concerne pas. Mais ils avaient été préparés. C'est un peu comme quand on reçoit des coups, et que les coups cessent. On dit, ouf. Eh bien, c'est un peu ça. Ils ont été agressés par ces phénomènes. Et ensuite, ce fut la quiétude. La quiétude, mais une remise en question de soi-même et de leurs propres convictions, parce que ces messages étaient tellement pas pertinents parfois qu'il fallait faire amende honorable. Et ils l'ont fait. Et puis survint une chose abominable, le suicide, et je mets moi, entre parenthèses, le mot suicide, de Di Venosa. Di Venosa, c'est un brave garçon que j'aimais beaucoup. Jean-Claude Pontel et ses camarades aussi. Moi, je crois, et ça n'engage que moi, je crois qu'on l'a suicidé. Oh, par Eisenstein, ni Gigor, ni ces êtres, disons, positifs qui entouraient Jean-Claude, mais probablement les autres, ceux qui étaient peut-être en conflit avec Eisenstein et ses compagnons. Je crois
qu'il y a là un acte de brutalité, un crime. Oh bien sûr, ce ne sont pas les hommes qui vont pouvoir les juger, ni notre justice. Cela s'est passé dans nos dimensions, mais les coupables, si coupables il y a, sont dans d'autres dimensions. Alors que fait Jean-Claude avec ces textes? Est-ce qu'il va fonder une secte, une église, un groupuscule? Pas du tout. Il essaie de mettre sa vie en conformité de ses messages. Il va subir une influence bénéfique. Il essaie de faire propager ce savoir, ce don que ces êtres lui ont fait. Et il essaie de convaincre les jeunes de faire des choses propres, des choses bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fonde un club sportif. Il les aide à pratiquer le sport étant sportif lui-même. Il parle d'art, savoir et connaissance. Ces jeunes ne vont pas se balader, aller faire Dieu sait quoi, peut-être se tourner vers cette abomination qu'est la drogue. Ce sont des jeunes qu'il mène sur les voies de la vie, d'une vie normale, une vie saine, une vie propre, en conformité avec le côté spiritualiste de ces messages. Et on essaie de leur parler, on leur fait comprendre qu'il y a autre chose, on leur fait voir que courir, c'est pas que la compétition. Il faut qu'à 50 ans, ils courent toujours. C'est ça le but de la course à pied. Tu vois, il faut pas qu'ils pensent qu'à courir, bon, ils sont jeunes, on les fait courir. C'est normal, puisqu'ils vont faire toutes les compétitions qu'il y a. Hein. Mais j'aimerais qu'à 40 ans, ils courent encore, voilà. C'est ce qu'on leur inculque maintenant. Est-ce qu'ils vont nous écouter? Ouais. Il faut être à l'écoute de ces jeunes, voilà. Et ils viennent tous ici, ils viennent, et je pense qu'ils sont bien. Pour exprimer artistiquement ce qu'il ressent à travers ces messages, Jean-Claude Pontel a choisi la chanson. Jean-Luc Spagnolo, qui travaille avec lui au plan musical, a été séduit et étonné par cet extraordinaire apport venu d'ailleurs. Viens en la chose, inviter la tendresse au banquet de ce siècle où l'on célébrera déclin et renouveau entre larmes et liesses pour nous rejoindre ailleurs, peut-être en l'au-delà. Donc j'ai rencontré Jean-Claude un jour, il est venu avec ses chansons, ses partitions, ses textes. Et je me suis rendu compte, pas tout de suite, parce qu'évidemment au départ on a d'abord une approche musicale, donc j'ai d'abord écouté les musiques, et puis je me suis quand même penché sur les textes parce que le travail de composition et d'arrangeur doit se faire en symbiose avec le texte. Et c'est en me penchant sur les textes que je me suis rendu compte que Jean-Claude n'était pas vraiment un artiste comme tout le monde.